Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Donc bonjour Tiffaine. Bonjour. Donc Tiffaine, je te remercie d'être derrière mon micro aujourd'hui. Tu as créé un podcast magnifique et que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, le podcast Les Lucioles. La voix des Lucioles, La voix oui. des Lucioles. Et dans ce podcast, ce podcast, il t'a été inspiré de ta propre histoire et de ton parcours. Tout à fait. Dont tu vas nous parler aujourd'hui, là, dans cet épisode. Donc, ce parcours de naissance pour toi, de tes jumeaux. Est-ce que tu veux bien nous dire comment s'est passée ta grossesse jumellaire et à quoi toi tu as été confrontée dans ton histoire? Oui, tout à fait. Alors, je suis un peu bavarde, hein. Donc, je vais commencer au tout début. Ça commence donc en 2018. Nous, on est des grands voyageurs avec mon conjoint. On est amoureux des rencontres, amoureux des voyages. Et suite à un long voyage qu'on a fait en Amérique centrale, on s'est dit, c'est le moment pour nous d'essayer de vivre une toute nouvelle aventure. C'est celle d'avoir un enfant. Un sacré voyage aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, on se décide, là, c'était en janvier, et puis je crois que c'est 7 mois plus tard, c'était en septembre, le 21 septembre exactement, puisque c'est le jour des 30 ans de mon conjoint. Je me dis, tiens, j'ai un peu de retard, je vais faire un test de grossesse, tout en étant persuadée que, en fait, je ne suis pas enceinte, mais je me dis, ça serait bête que je le sache quelques jours après, alors que c'est le jour de l'anniversaire de mon conjoint et ça lui ferait une belle surprise. Donc je fais le test de grossesse un peu toute seule dans mon coin et là je vois les 2 barres qui s'affichent et juste moment de choc. Oh punaise, mais en fait je suis enceinte. Donc je lui apprends le soir même, il est fou de joie, c'est vraiment un très bon moment pour nous. Et puis on va faire une première écho quelques temps plus tard. C'est assez rapide la prise de rendez-vous là-bas, donc la personne voit qu'il y a effectivement une grossesse, mais sans plus, et je repars chez moi, super, je suis enceinte, tout va bien. Et puis quelques semaines après, elle nous avait redonné rendez-vous, et j'arrive au rendez-vous, et je lui dis, en rigolant, imaginez, vous m'annoncez qu'ils sont 2. Et puis elle me regarde un peu, pourquoi elle me dit ça, elle? J'ai senti ça dans son regard, et puis elle me dit, déjà, je trouve que c'est très improbable dans votre cas. Bon, je sais pas pourquoi elle me dit ça. Et puis quand même, je l'aurais vu la dernière fois. Et elle met le matériel à écho, et direct, elle tombe sur les 2 têtes. Et là, nous, en fait, je suis avec mon conjoint qui loupe aucun rendez-vous et on est choqués, en fait. Et on explose de rire, je sais pas, c'est... Nerveux. C'est nerveux parce qu'on se dit, ah non, mais celle-là, on s'y attendait vraiment pas. Et donc, elle dit, si, ils sont 2, ça fait presque 3 mois. Et puis, elle me dit, par contre, j'ai l'impression que c'est un cas extrêmement rare. On appelle ça des mono-mono. J'ai l'impression qu'il y a qu'une poche, c'est très bizarre et tout. Moi, j'ai pas mal d'expérience, mais j'ai jamais vu ça. Il faudrait vous faire suivre par une clinique. Enfin, un hôpital ou une clinique. Moi, je peux pas vous suivre. C'était une gynécologue de ville. Et nous, franchement, pour être honnête, on n'écoute rien là, à ce moment-là. On est juste choqués que ça soit des jumeaux. Donc, je pense que notre esprit, il n'est pas à réfléchir à c'est dangereux ou pas. On est juste content. En plus, on entend les 2 cœurs. Et au moment où on entend les 2 cœurs, on a cette sensation de waouh, c'est réel, quoi, et c'est incroyable. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de me dire, en train de me renseigner un peu les moyens
moyens d'accouchement qui existent et puis de me dire tiens, il existe des salles nature, ça a l'air pas mal. Et puis voilà, c'était juste la petite réflexion sur le moment. Et je rigole parce qu'en fait, j'ai eu une grossesse hyper médicalisée. Je continue ou... Ouais, bien sûr. Et du coup, je suis envoyée en clinique et on me confirme, oui, ça a l'air d'être des jumeaux qu'on appelle mono-mono, c'est très risqué, c'est césarienne obligatoire, déjà on vous le dit de suite, parce qu'en fait le fait qu'ils soient dans la même poche, il y a 3 gros risques. C'est comme les autres jumeaux, qu'il y en a un qui prenne plus que l'autre, au niveau du placenta, de l'alimentation. Je me souviens plus trop de tous les risques qu'il y avait, mais en tout cas l'un des plus gros, c'était qu'en fait comme ils sont dans la même poche, ils s'entortillent les cordons entre eux et si ça serre trop, ça risque d'être la mort pour les deux en fait. Okay. Donc ils me disent c'est très risqué, mais vous n'allez pas pouvoir être suivi chez nous. On peut suivre le début de votre grossesse, mais pas toute la grossesse, parce qu'il faudra accoucher en catégorie 3. Les hôpitaux ont plusieurs catégories. Et moi, il fallait que je sois suivie par la plus élevée, quoi. J'étais à Lyon à ce moment-là, donc on me demande de me faire suivre à la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent Lyon. Et je me rappelle toujours du premier rendez-vous à la Croix-Rousse avec un des professeurs médecins, et qui me dit, qui regarde mon dossier avec les échographies qu'on a fait avant et tout ça, et qui me dit, mais qu'est-ce qu'on vous a dit sur votre grossesse ? Alors je commence à dire que c'était une grossesse risquée. Et là, il me coupe la parole, il dit non, très très risquée. Je fais ouais, quand même. Et puis il me dit, on est obligé en fait de vous faire accoucher très tôt dans la grossesse, parce qu'en fait, ils sont plus en sécurité à l'extérieur finalement qu'à l'intérieur, malgré la prématurité en fait. Donc j'apprends que je vais avoir des enfants qui sont prématurés dans tous les cas. Et que je vais être hospitalisée pour un suivi 3 fois par jour pour voir justement le cœur, comment évoluent les bébés, et puis pour écouter le cœur des bébés, pour voir si tout se passe bien et que justement les cordons ne sont pas trop serrés l'un avec l'autre en fait. Donc ça veut dire que tu vas être hospitalisée là, au moment où tu rencontres ce professeur, presque on te dit quasiment, que tu vas être hospitalisée, quoi. Ouais, voilà. Alors que t'es pas du tout, j'imagine, tu t'es pas dit je vais rencontrer ce médecin et je rentre à l'hôpital. Non. Okay. Je crois qu'on m'avait déjà parlé d'une hospitalisation, mais je pensais plus tard. Et en plus de ça, ça ajoute plein de soucis. C'est ce que les gynécologues me disent aujourd'hui, c'est qu'en fait tu peux pas faire pire comme grossesse, parce que j'ai eu tout ce qu'il fallait pas, du petit truc insignifiant ou pas très grave comme le mauvais groupe sanguin ou les choses comme ça, aux grosses pathologies. En fait j'ai presque tout eu en fait. Donc là ils me disent tu vas être hospitalisée en grossesse pathologique, au service des grossesses pathologiques, donc quelques temps après ce rendez-vous. Et d'ailleurs il me dit à ce rendez-vous, je me rappelle, il faut que je vous dise quelque chose, c'est vos enfants ont plus de risques d'être morts que d'être handicapés dû à leur grande prématurité. Voilà, donc il me sort cette phrase, et il me dit, c'est lui qui me dit très très risqué la grossesse, voilà, il me sort pas mal de choses. Et là je pars du rendez-vous, je m'effondre quoi, parce que je me dis waouh, il a été un peu fort. T'es à quel stade de la grossesse là ? Et là je suis à 5 mois, pas tout à fait 5 mois, 4 mois et demi je dirais. Donc je sors en pleurs de ce rendez-vous, je m'en rappelle encore. Et même à la fin il me dit bon, je suis un peu l'oiseau de mauvais augure, mais il faut que je vous informe. Et je me rappelle lui avoir dit mais est-ce que ça peut aussi bien se passer ? Et il m'a dit oui. Je lui ai dit il faut me le dire aussi quoi. Ouais, c'est intéressant, oui. Et voilà, parce qu'on peut aussi, je comprends que les médecins on va dire se disent il faut que je sois franc, et que oui, ils préviennent que ça peut mal se passer, mais si ça peut aussi bien se passer, autant le dire aussi, je trouve. Bien sûr. Donc là ça a été assez dur, et puis j'avais rendez-vous quelques temps après ça pour faire l'échographie du 5e mois morphologique.
Et là, j'arrive et on a eu que des gynécologues qu'on aimait beaucoup avant. Mais là, je tombe sur une gynécologue qui est très froide, qu'on n'avait jamais vue, c'était la première fois. Et déjà, on parle, elle a l'air très froide. Et nous, on était contents de venir voir les bébés et tout. Puis on s'est dit, bon, l'écho morphologique, on nous avait prévenu, c'est une écho qui peut durer longtemps. Donc c'est plutôt cool. Et elle me fait l'échographie dans un silence, mais incroyable, quoi. Elle dit pas un mot. Et nous, on voit bien qu'il y a les têtes, qu'il y a les petits doigts, qu'elle compte un peu. Et on est tout content, on fait des blagues, elle rigole pas. On se dit, bon, on fait des bides, c'est pas grave. Et à la fin de l'écho, elle enlève son matériel et puis elle me dit, voilà, j'ai fini. Suite droite, il va très bien, tout va bien. Suite gauche, par contre, il a l'air d'avoir une malformation, voire des malformations au niveau du cœur. Mais elle nous balance ça, mais sans tact, quoi, vraiment comme ça. Et on lui dit, mais première réaction un peu bête, parce qu'une malformation au cœur, c'est sûr que c'est grave, mais je lui dis, mais c'est grave. Elle me dit, faudra revoir le professeur médecin, je peux rien vous dire. Il vous fera peut-être faire des... comment on appelle ça il vous proposera sûrement une amyosynthèse, ça peut être chromosomique. Je sais même pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, elle nous laisse partir clairement avec ça, sans aucune explication autre. Et on a rendez-vous 4 ou 5 jours plus tard, quoi. C'est énorme, 4 ou 5 jours, quand on attend de savoir est-ce que c'est très grave, un peu grave, est-ce que ils vont vivre, est-ce qu'ils vont mourir tout de suite, et on ne sait pas. Donc là, ça a été un des moments très très durs de la grossesse, malgré qu'on soit des gens très optimistes de base. Donc c'est vrai que ça avait été un peu dur jusqu'à présent, ça avait été un peu dur, mais bon, on s'était dit, allez, ça va aller. Mais là, cette annonce, elle nous fait quand même un grand choc. Et puis, on finit par voir le professeur médecin quelques jours plus tard qui nous dit, oui, ça a l'air quand même grave, il a 3 malformations au cœur, mais je pense que ça peut s'opérer, il faut voir un cardiopédiatre. Par contre, est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir faire une amyosynthèse pour voir si... Parce que c'est possible que ce soit une trisomie pour les deux. Et s'il y en a un qui l'a, l'autre là. Et là se pose la question, est-ce qu'on fait une amyosynthèse ou pas, sachant que c'est très risqué, et encore plus avec des jumeaux qu'on appelle mono-mono. C'est le surnom qu'on donne à ce genre de jumeaux, qui représentent 10 cas par an en France, d'ailleurs. Et en fait, on va refuser la myosynthèse tout simplement parce qu'on se dit, nous, on les aime déjà, on a entendu les cœurs, et chacun ses choix, et on respecte le choix de tout le monde. Mais nous, en tant que parents, on s'est dit, non, on les gardera dans tous les cas, donc on va pas faire la myosynthèse parce que c'est trop risqué, puisqu'elle nous servirait seulement d'être sûr qu'ils l'ont pas ou d'être sûr qu'ils l'ont. Mais finalement, ça changera pas notre choix qui serait parce qu'ils nous auraient proposé une interruption volontaire de grossesse. Et on aurait refusé, donc ça servait à rien. Donc toute la grossesse, je suis restée avec peut-être que mes enfants vont être trisomiques. Et peut-être que mon enfant qui a la cardiopathie, ça sera compliqué pour lui. Donc là, par contre, ce qu'il a bien fait, c'est qu'il nous a mis en relation avec une psychologue et il a imposé ça, le chef médecin, qui avait été assez froid et assez dur dans ses propos. Il a dit, mais c'est trop pour une première grossesse, donc je vous mets en relation avec une psychologue, et je pense qu'il a bien fait. Et aussi, il a pris son téléphone et il a appelé lui-même un cardiopédiatre pour qu'il le reçoive dans la journée. Il s'est même fâché avec son secrétariat qui voulait pas nous donner un rendez-vous tout de suite, etc. Et du coup, il nous a quand même, malgré qu'il ait manqué de tact jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, il a été quand même bien dans le sens qu'il a pris les devants pour nous. Et du coup, on a rencontré un cardiopédiatre qui a dit, effectivement, il a 3 malformations, mais ça sera opérable. On va faire une première opération pas longtemps après la naissance pour qu'il puisse attendre jusqu'à 1 an pour avoir la vraie opération qui réparait tout. Il avait le cœur à droite, pardon. Il avait plusieurs malformations. Mais par contre, il faut accoucher le plus tard possible. Parce que la cardiopathie, si le bébé naît trop prématurément, ça peut être fatal pour lui. Mais pour l'autre, il faut accoucher le plus tôt possible. Donc en fait, là je suis hospitalisée, je suis suivie 3 fois par jour. Et j'ai ça en tête, c'est que les médecins se réunissent quasiment chaque semaine pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ?
parce que c'est un cas vraiment... Puis c'est un choix impossible, c'est-à-dire que d'un côté, pour un de tes enfants, il faut accoucher le plus tard, et pour l'autre, le plus tôt. Donc voilà, c'est ça. Ça te demande presque un choix, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du choix qui oui, se pose, c'est horrible, parce qu'on se dit, s'ils accouchent tôt, on a peur pour l'un, mais par contre, s'ils accouchent tard, c'est un risque pour les deux. Les deux risquent d'y passer, mais on ne sait pas, en fait. Peut-être que ça se passera aussi très bien, ou peut-être que ça se passera pas bien, donc on ne sait pas trop. Et donc les médecins en parlent pas mal. Moi, à ce moment-là, donc, je suis hospitalisée en pathologie, qu'on me transfère en plus d'hôpital pour que je sois plus proche de l'hôpital cardio au cas où j'accouche, et continue à avoir plein de soucis de ma grossesse. C'est-à-dire, j'ai fissuré très tôt la poche des os, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai plein de petits soucis. Et en fait, mon corps a décidé pour nous, puisque j'ai perdu les os à 32 semaines de grossesse. 32 et quelques jours. Donc on était content quand même de passer les 32 semaines. Et en même temps, la veille, il y avait un médecin qui m'avait dit, s'ils naissent maintenant, c'est risqué quand même. Donc tout ça était délicat. Et puis... je tiens à dire quand même que ces quelques mois, j'ai pas vécu que l'horreur, parce qu'il y avait des sages-femmes incroyables avec moi. J'avais de la visite d'une de mes sœurs, et puis de mes amis, de ma mère, de mes beaux-parents. J'étais soutenue, et je m'amusais à faire les programmes de voyage des médecins qui s'étaient passé le mot, comme quoi j'aimais bien les voyages, donc ils me disaient où est-ce que je peux partir à telle période avec un enfant, avec ci, avec ça, ils me donnaient leurs conditions. Je me suis mis à apprendre le dessin à l'hôpital dans ma chambre. J'ai passé un diplôme à l'hôpital dans ma chambre. T'as passé un diplôme de quoi ? De coaching. Parce que je venais de faire une réorientation. J'étais plutôt dans les métiers audiovisuels de base, et je venais d'intégrer une équipe pour faire passer des bilans de compétences aux gens, parce que j'adore les rencontres, j'adore les gens. Et du coup, je voulais passer un diplôme de coaching pour mieux les accompagner. Et j'ai passé la dernière épreuve à l'hôpital. Donc c'était plutôt des moments assez rigolos quand même. Et donc j'ai accouché à 32 semaines, par césarienne d'urgence. Ça aussi, c'était une grande aventure. Et mon premier bébé, qui s'appelle Iliane, est né. Ils me l'ont montré, ils l'ont tout de suite emmené en réanimation, même s'il a bien pleuré, et puis on était assez confiants. J'ai pu lui faire un petit bisou, et 1 minute après, Naël est né, celui atteint de la cardiopathie complexe. Et là, j'ai pleuré, parce que je me dis, s'il pleure, c'est bon signe. C'est ce qu'on m'a dit, il est pas mort, quoi, il est là. Et là, c'était une grande joie, j'ai pleuré de joie, et à la fois une grande tristesse, parce qu'en fait, ils me les ont montrés. J'ai eu le temps, à peine un bisou, et ils les ont amenés. Comme ils étaient petits. Donc mon conjoint, lui, a pu les voir assez vite. Mais moi, j'ai été en salle de réanimation. J'étais pas complètement endormie, mais je devais être suivie. Et je suppliais les soignants, laissez-moi voir les bébés, laissez-moi voir les bébés. Et en fait, je n'ai jamais réussi à aller les voir avant 12 heures après. En fait, j'ai accouché à 23h30 un soir, et je les ai vus à 11h30 le lendemain. Donc ça a été extrêmement difficile, parce que je supplie pour qu'on m'emmène les voir, mais j'avais trop la tête qui tourne. Et il y a une sage-femme qui a pris pitié de moi. Elle m'a dit, si vous arrivez à vous mettre bien sur le siège, vous allez pouvoir les voir, je vous emmène. Mais en fait, impossible, j'avais trop envie de vomir, et c'était limite, je tombais dans les pommes, quoi. Donc j'ai pu les voir, et quand je les ai vus le lendemain, par contre, c'était coup de foudre, mais je ne savais pas que c'était possible d'aimer autant, de ressentir autant d'amour. Je me doutais, mais c'est le ressentir, c'était complètement autre chose, quoi. Et je les trouvais beaux. C'était dans leur couveuse, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mais c'est pas possible, c'est les miens. Je me rappelle encore de ce moment-là où j'avais les larmes aux yeux. Et a commencé la grande aventure de la néonatologie. Ils sont passés de réanimation, soins intensifs, et à ce qu'on appelle la néonate, on va dire, un peu plus classique. Et c'était une grande aventure, ça aussi. De tout l'accompagnement, c'est un milieu, en plus, je trouve, dont on ne parle pas beaucoup.
Et pareil, avant d'avoir des enfants, enfin tu vois, au pire on s'est dit la maternité, on a une image un peu de ce que ça va être, à quoi on peut s'attendre. On a pu rendre visite à des personnes de notre entourage qui étaient dans une maternité peut-être éventuellement. Mais le service néonat, c'est comme quelque chose, je trouve, de l'extérieur qui est un peu invisible. Ouais, tout à fait. Et comme dit mon conjoint, il le décrivait comme un village qui dort jamais. Mais c'est vraiment ça, en fait. On dirait que c'est un village... on doit passer un sas, se laver les mains, faire limite mettre une blouse par moment. Et puis on arrive... Enfin, tout est très aseptisé. Et à la fois, il y a des visiteurs qui viennent, des clowns, des conteurs. Et puis on découvre que tout le monde peut être touché par la prématurité. Et du coup, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. Et ce que je dis souvent, c'est qu'ils se battent pour la même cause, quoi. Donc on est là, on se demande toujours des nouvelles de nos enfants respectifs, on échange. Et puis des fois, il y a des moments hyper durs parce que on voit qu'il y a un bébé qui est là, le lendemain il est plus là, donc on se dit mince, qu'est-ce qu'il a eu ? Est-ce qu'il est décédé ? Est-ce qu'il est parti ? Parce que c'est pas anodin finalement la néonate, on voit ça comme c'est pas, enfin aujourd'hui, comme on a fait tellement de progrès avec la médecine, que les enfants même qui naissent très tôt ont de grandes chances de s'en sortir. Mais c'est pas tout rose non plus, quoi. Il faut que les gens se rendent compte que faire de la néonate, c'est pas anodin pour un parent et pour un enfant. Mais il y a des moments de joie intense, de peur intense. En fait, je trouve que toutes nos émotions, elles sont exacerbées dans un service comme ça. Et on se dit, mais en fait, on est dans un autre monde et on vit plus les mêmes problèmes. Ça, c'est nos enfants, la vie de nos enfants est en jeu, quoi. Donc c'est quelque chose de fort. Et du coup, là, vous êtes restés déjà... Est-ce que toi, tu as pu rester dans l'enceinte ? Comment ça s'est passé pour toi après la naissance ? Eux, ils sont accueillis au service néonat. Et pour toi, il se passe quoi alors ? Alors, pour moi, j'étais hospitalisée parce que j'avais fait une césarienne. Donc déjà, j'ai passé une ou... Je me souviens plus si c'est... Comme j'avais un cas particulier, je sais plus si je suis restée peut-être bien une semaine hospitalisée. Donc dans le même hôpital. Et après, c'était un peu la liberté parce que je venais de passer plusieurs mois à l'hôpital, mais je revenais tous les jours voir les bébés. Donc en fait, je dormais quelques nuits. Alors j'ai un problème parce que je me rappelle plus des temps et de si ça a duré longtemps ou pas. Mais je suis ressortie un peu et là, j'ai été réhospitalisée parce que j'ai eu une infection. Donc horrible. Et je crois que j'ai été hospitalisée, je dirais, un bon mois, quoi. Ah oui. Ouais. Parce que j'avais 42 fièvres un jour et que j'ai fait une grosse infection. On ne sait pas si ça venait de la césarienne ou de comment on appelle ça quand on allaite d'une... Ah oui, t'aurais fait une... Bref, une infection... Attends, c'est quoi déjà ? J'en ai fait... Un engorgement. Engorgement. Voilà, je cherchais le mot. Mon mari avait emmené ma fille, enfin bref. Voilà. Et c'est la médecin qui a dit, mais votre femme est en train de faire un engorgement. Ah ok. J'avais de la fièvre et tout, 40, enfin ça m'avait couché. Et ben moi c'était ça, et du coup je partais voir les petits. J'étais hospitalisée dans le même hôpital, donc j'avais plus qu'à descendre en même temps. Okay. Et par contre après Naël a été hospitalisé en cardiologie, qui était l'hôpital d'en face. Donc en fait lui il faisait sans cesse des allers-retours entre la néonate parce qu'il avait besoin d'être suivi parce qu'il était trop petit, et l'hôpital cardio où il avait besoin d'être suivi pour son problème de cardiopathie, quoi. Et toi, tu l'accompagnais dans ce Et moment-là ? moi, je l'accompagnais pour y aller, et puis après, je vais aller le voir tous les jours, mais je devais me partager entre Iliane, qui était à un endroit, et Naël à un autre. Donc, souvent, ce qu'on faisait, c'est que mon conjoint allait voir l'un, quand moi, j'allais voir l'autre, et on échangeait l'après-midi, on mangeait ensemble, à la cafette de l'hôpital, et après, on échangeait. Donc lui, il allait voir Iliane le matin et moi l'après-midi, et puis on échangeait. Comme ça, il y avait toujours un peu quelqu'un avec eux, et des fois, on essayait d'aller tous les deux quand même. Parce qu'on trouvait que c'était sympa qu'ils aient leurs deux parents, mais c'était compliqué parce qu'on devait se départager. Et à un moment, Iliane, il est venu dans ma chambre. C'était la surprise. C'est ma petite sœur qui est allée le voir, et ils lui ont dit, il y a une place en chambre kangourou. Donc moi, ils m'ont mis en chambre kangourou, et j'ai vu mon fils arriver dans ma chambre dans son petit berceau. Donc il était avec moi après, donc toujours aussi suivi,
Mais dans ma chambre, il était toujours sous scope et au moins on dormait l'un à côté de l'autre. C'est quoi le scope ? Ah, pardon. Le scope, c'est des petites électrodes qu'ils mettent pour le bébé pour voir sa saturation, son rythme cardiaque et tout ça. Et du coup, toi, tu pouvais le prendre quand même oui, facilement ? Je pouvais le prendre facilement. Il fallait juste pas que j'enlève le scope, ce qu'on appelle le scope. Et quand je lui faisais prendre un bain, je l'enlevais, mais après, je le remettais tout de suite, quoi. Donc, il avait souvent ces petites électrodes, mais c'était assez facile pour moi de le prendre. Je lui donnais mon lait. Je l'allaitais pas parce qu'il était petit, mais je lui donnais des biberons où je tirais mon lait. Donc t'as réussi à être quand même dans ce rapport, tu vois, avec lui. Ouais, j'ai essayé. Après, c'était pas évident parce qu'il y avait toujours l'autre, donc on se départage en fait. Et là, c'est pas évident. Et puis après, au bout d'un mois et demi, on est rentré avec Iliane à la maison. Et Naël a dû rester hospitalisé en cardiologie. Okay. Et donc là, ça a été difficile parce qu'on s'occupait d'Iliane qui faisait pas du tout ses nuits, qui pleurait tout le temps. En plus, il avait un reflux très douloureux pour lui, donc il pleurait beaucoup. Et j'ai demandé à ma mère ou une de mes sœurs de venir. Ma mère qui vient de l'étranger en plus, donc elle est venue s'installer chez nous. Ou des fois, c'était une de mes sœurs qui l'a relayée. Et pendant que moi, je pouvais aller voir Naël l'après-midi et rester avec Iliane le matin. Donc c'était toujours un petit peu difficile. Et puis l'hôpital était à 25 minutes de chez nous. Et je ne conduisais pas à l'époque. Je n'avais pas... Enfin voilà, je conduisais pas. Et du coup, on y allait tous les deux avec mon conjoint et on laissait Iliane. Donc ça a été très dur pour moi parce que je me suis pas trop occupée d'Iliane parce que j'étais tellement fatiguée par les allers-retours, par tout ce qui s'était passé et puis par le fait que j'allais voir son frère, quoi. Donc l'hôpital cardio a duré. Donc Iliane, il a commencé à être en pleine forme à la maison et de temps en temps on l'amenait voir son frère. On a vu déjà un lien qui se créait avec son frère. C'était assez beau. Et finalement, s'est posé on s'est dit, les médecins ont dit, il y a une opération à prévoir pour Naël, sachant qu'il découvrait petit à petit plein d'autres trucs qu'il avait. Donc il n'avait pas que 3, enfin c'est énorme 3, mais il avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans son petit cœur et dans son corps. Et en fait, pourtant il était très souriant et très éveillé hyper tôt. Donc les médecins ont eu beaucoup d'espoir pour lui. Et ils me l'ont dit après, on a eu beaucoup d'espoir. Donc on s'est bien entendu avec les soignants, on s'entendait bien avec les gens, les mamans et tout. Et puis l'opération s'est faite, elle a été... on nous a dit que ça s'était bien passé. Donc déjà, attendre l'opération de son enfant, c'est un enfer. Et malheureusement, le soir même, on a été appelé dans la nuit, votre fils ne va pas bien après l'opération, il est devenu trop faible, etc. Et ça a été 24 heures d'enfer, comme je souhaite pas à mon pire ennemi, tellement c'était dur. C'est un enfer sans nom, c'est-à-dire qu'il faisait des arrêts cardiaques devant nous, les médecins venaient le masser, ils nous demandaient de sortir de la pièce, on sortait, enfin c'est un enfer, même à me rappeler, je parle avec beaucoup de distance parce que je me mets une espèce de masque parce que c'est trop douloureux. À cette souffrance, bien sûr. Mais c'était horrible et il en est mort. Donc il est décédé, je me rappelle qu'il est presque dans le coma, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il m'a serré la main et il est décédé, je savais qu'il est décédé à ce moment-là. Donc ils sont venus nous dire, voilà, le cœur bat encore, mais en fait il n'y a plus rien qui se passe au niveau du cerveau, donc on va devoir arrêter, quoi. Et là donc c'est l'enfer. On se dit mais comment on va... Moi qui suis si optimiste d'habitude, et puis encore une fois, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai gardé de l'optimiste presque tout le temps, quoi. Au niveau de ma grossesse, les gens qui m'ont vue me disaient mais comment tu fais pour être aussi contente alors que t'es à l'hôpital, t'es enfermée. Mais je me disais je le fais pour la bonne cause et ça va servir. Mes enfants, ils vont connaître un moment de vie difficile, mais ça va aller. En fait, j'étais persuadée. Et quand on m'a dit il est mort, je me dis mais c'est pas possible, je n'y croyais pas. Et donc ça a été l'enfer. Je me suis dit, je vais jamais me relever de ça, quoi. Je vais jamais être heureuse. Et moi qui suis si optimiste, si à aller vers les gens, à aimer Enfin, je suis quelqu'un qui aime la beauté de la vie. Enfin, je me dis, en fait, je peux plus. Et puis j'en ai un autre, donc il faut que je me batte pour lui. Mais en même temps, les gens me disent, c'est des jumeaux, t'en as un, il t'en reste un. Mais c'est horrible parce qu'en fait, l'un nous renvoie à l'autre. En fait, toute notre vie, on va se dire, ils auraient dû être deux. Et puis, il n'y a aucun moment où je le vois pas dans le regard de son frère, parce qu'en plus c'était des jumeaux qu'on appelle mono-mono, c'est plus que des vrais jumeaux, ça veut dire qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est les mêmes. Moi sur les photos du début, je ne sais pas qui est qui, je ne peux pas vous dire qui est qui.
c'est impossible. Et mon conjoint aussi ne sait pas reconnaître sur certaines photos, tellement ils se ressemblent, quoi. Et du coup, là, c'est l'enfer. On fait la cérémonie, on a décidé une incinération. On dépose ses cendres avec mon conjoint dans une randonnée qu'on fait en Haute-Savoie. C'est très douloureux. Mais quelque part, je crois que le cerveau est bien fait. Et j'ai un moment, je me déconnecte avec tout, quoi. Donc, je ressens plus rien. Juste pas la douleur, pas la joie. Je ressens plus rien, mais j'essaye de puiser dans toutes mes forces pour m'occuper d'Iliane. Et en plus, Iliane, il a eu une maman qui était hyper absente, quoi. On n'a pas eu ce rapport-là. Bien sûr. D'une mère qui est tout le temps son enfant dans les bras. Moi, je l'ai pas eu tant que ça, en fait. Quand j'étais là, j'essayais, mais voilà. Et à 3 mois, c'est le pire, parce que à 3 mois, en plus de la douleur, s'ajoute l'angoisse. Je ne savais pas qu'après un décès, il était possible de faire des crises d'angoisse. Et en fait, je vis la première crise d'angoisse avec mon fils à la maison. Je suis seule, parce que mon conjoint finit par reprendre le travail, et moi non. Je m'occupe de lui, je décide au début de ne pas le mettre dans un mode de garde et d'essayer de rattraper presque le temps perdu. Donc je fais plein de choses avec lui, des massages bébés, de ci, de ça. Et puis j'ai l'impression d'aller un peu mieux à 3 mois. Et jusqu'à que un jour je suis avec lui et je sais pas, j'ai l'impression que je deviens folle. Je me dis, je sais pas, je pense à plein de trucs. Je me dis, imagine, je fais un truc mauvais pour Iliane. J'ai l'impression soit que je deviens folle, soit tout simplement que je vais mourir, quoi. Que je peux pas vivre sans l'autre. Et puis et heureusement je suis hyper accompagnée à ce moment-là, déjà de mes proches. Alors pas tout le monde a été là, mais on voit la mort redessine les liens, en fait, avec les gens, parce qu'il y en a qui sont hyper présents, il y en a qui sont pas du tout. Il y en a qui font beaucoup de gaffe, il y en a qui savent un peu accueillir, et il n'y a pas de jugement, parce que la mort c'est tellement tabou que c'est difficile aussi pour les personnes. Et puis je me reconstruis, mais au prix d'un travail énorme sur moi-même. C'est-à-dire que je suis suivie par une psychiatre tous les 4 jours au début, presque. Après, ça s'espace un peu. Je reprends un mode de vie où je me force et je me dis, je vais faire du yoga tous les matins. Je me rappelle plus comment c'est venu. Je commençais à faire du yoga au début avec... c'est ma voisine et qui est devenue une très très grande amie pour moi, qui s'appelle Léa, et qui m'a dit moi j'ai une copine qui veut devenir prof de yoga, elle nous propose des cours à la maison, et du coup on se retrouve un petit groupe de filles à faire des cours de yoga, donc ça commence à me faire du bien. La psychiatre m'envoie vers un hôpital qui me fait faire de la relaxation. Ça s'appelle Relaxation Bergès, c'est un truc que personne connaît en général, mais qui est un lien, en tout cas c'est une thérapie corporelle, donc qui commence à me faire du bien. Tu reconnectes à ton corps progressivement, en fait. Voilà, c'est ça. Petit à petit à mon corps, je crée un lien avec mon fils, qui lui demande qu'à vivre, et puis petit à petit j'ai l'impression que... je dirais pas qu'on se reconstruit de ça, parce que je pense que c'est impossible, on souffre toujours de l'absence de notre enfant, moi encore... j'en souffre toujours, mais je commence à revoir un peu le beau. Je commence à sourire vraiment, ce que je me croyais pas capable. Je commence à rigoler. Je comptais les jours, je commence à un peu moins les compter, même s'il a toujours une place hyper importante. Et c'est comme si je recréais une relation avec mon fils décédé. Je le rends pas du tout tabou. J'essaye de... Tu l'accueilles complètement dans ta vie, en fait. Ouais. Ce lien d'amour, t'as compris qu'il sera toujours là. Et que même s'il n'est pas physiquement là, et en fait, le lien, il sera jamais coupé. C'est pas possible, en fait. Et exactement, c'est là où je me dis, en fait, l'amour est plus fort que la mort. Et même si le physique part, l'amour, lui, il restera toujours, quoi. Et c'est là où c'est à ça que je m'accroche à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et à un moment, je me dis... Et puis je vais chercher des mamans qui ont vécu ça, qui me diraient tu peux reconnaître de la joie. Et j'en trouve pas à ce moment-là. C'est horrible, parce que... je vais dans des groupes Facebook où c'est des vrais exutoires pour les personnes, et je vois que les filles, je me rappelle toujours d'une phrase qui m'a marquée. C'est une fille qui disait: hier j'ai fait une tentative de suicide, mon fils est mort à 3 mois il y a 10 ans. Moi mon fils est mort il y a 3 mois il y a 1 an, et je me dis c'est pas possible que dans 10 ans je dise une chose pareille. Et pour moi, je m'associe à ces femmes-là. Je me dis, mais comme c'est des exutoires, je sais pas si elles vont un peu bien quand même à des moments de leur vie, quoi. Donc, ça me fait plus de mal que de bien.
et je continue ma route et je m'intéresse au terme de la résilience. C'est venu comme je sais pas comment expliquer comment c'est venu. Un jour, j'étais au volant de ma voiture et j'ai dit c'est ça la clé, c'est la résilience. Alors je me suis renseignée sur ce que c'était la résilience. Donc tout le monde en parle et finalement je me suis fait ma propre opinion. J'ai commencé à questionner des psychiatres, des psychologues sur le sujet, des psychanalystes, des neuroscientifiques, voilà. Et je me suis dit c'est ça mon projet. Je vais aller à la rencontre de gens qui ont vécu des choses horribles. Je vais pas m'arrêter au deuil parce que pour moi il y a plein de choses à vivre et je veux pas qu'il y ait d'échelle sur la douleur parce que chaque douleur mérite d'être considérée. À partir du moment où on souffre, on mérite d'être considéré et j'en ai créé une série de podcasts qui s'appelle La Voix des Lucioles. Mon but c'est de semer une petite graine d'espoir, briser des solitudes et parfois briser même des tabous. Et de se dire que la résilience, c'est pas tout est beau dans le meilleur des mondes. Je vous parle pas en disant ma vie, elle est super belle et tout ça. Moi, ma meilleure année, ça sera 2019 parce que j'avais 2 enfants dans les bras. Mais aujourd'hui, la douleur m'empêche pas de reconnaître de la joie et ne m'empêche pas de me remettre dans l'instant présent avec mon fils. Et du coup, c'est presque c'est pas une reconstruction, ça ne le sera jamais, mais c'est un enrichissement. Et ça m'a aidé à trouver le sens de ma vie, en fait. Et à me dire, en fait, aujourd'hui, ce que je veux, c'est aller à la rencontre des gens, découvrir leur histoire, découvrir comment ils s'en sont remis de leur épreuve, comment ils ont réussi à avoir cet amour inconditionnel de la vie dans la plus grande des souffrances et dans le plus grand des bonheurs. Et de garder cet amour inconditionnel et voilà, et j'ai fait ça pour les gens en fait. Ce podcast à la base il était pour les gens, pour me dire les gens comme moi qui recherchent de l'espoir, qu'on puisse revivre des moments de joie malgré la souffrance, ils pourront trouver mon podcast. Et puis finalement, dès que je l'ai commencé, j'ai plus fait de crise d'angoisse parce que j'ai l'impression que ça a été hyper thérapeutique pour moi. Mais oui, parce que tu vois, tu utilises le terme de résilience. La résilience, c'est, on dit, la capacité à surmonter les chocs de la vie extérieure et aussi intérieure. Et une des premières clés pour accéder à cette résilience, c'est comment on accueille nos propres émotions, comment on accueille son histoire de vie, comment on rentre dans ce processus d'intégration de mon histoire de vie, c'est ça. Et les émotions qui y sont liées, ça a été telle et telle émotion, et le fait de le verbaliser, c'est comme un exutoire en fait. Et ça veut dire que progressivement, c'est comme si tu accueillais aussi, tu sortais de toi pour que ça soit de moins en moins douloureux. Ça ne veut pas dire que ça n'existera plus, ça existera toujours. Mais en tout cas, dans ce lien, tu vois, c'est comme si ça ne sera plus quelque chose qui sera non plus dans la souffrance où on le touche à peine, un peu comme ce ballon de baudruche qui serait rempli d'émotions, à peine tu l'effleures, pouf, il est prêt à exploser. Et à force d'en parler, même de parler avec d'autres personnes, de cheminer d'accueillir ces émotions et oui, ça a été difficile, oui, c'est douloureux, oui, ça me connecte à ça, à ça, à ça, et ce ballon de baudruche, il réduit. Et en fait, après, du coup, il est beaucoup moins sensible et beaucoup plus à même d'accueillir d'autres émotions et que ça soit mouvement, puisque la vie est mouvement. J'aime bien l'idée du ballon. Moi, je pensais souvent à la cicatrice. Une cicatrice qui peut faire très très mal et qui peut être encore douloureuse, mais si on la soigne, elle guérira pas totalement, mais elle sera un peu moins douloureuse et c'est ce que je ressens. Et je pense que la résilience, c'est un travail à faire. Alors, c'est malheureux parce que ça nous demande déjà beaucoup d'énergie de vivre ce genre de traumatisme et un deuil. Et c'est dur à entendre, mais je pense que ça se travaille petit à petit, jour après jour, et je veux surtout dire aux gens qui nous écoutent, parce que la résilience, c'est un mot qui est super galvaudé, qui est super utilisé pour tout et n'importe quoi. Pour moi, résilience, c'est un processus qui n'a pas de fin. Donc, moi, ce que j'ai eu du mal au début à accepter, c'est qu'il y a des bas dans la résilience. C'est pas... Moi, j'ai l'impression d'être sur une pente où je grimpais, et j'étais trop fière de moi. Mais il y a des moments où je m'effondrais et je me dis, mince, je suis pas résiliente. Et en fait, si, c'est un processus avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. En même temps, ce que tu décris, c'est hyper fort, je trouve, dans le sens où la vie, c'est des hauts et des bas.
Exactement. Et tu peux dire quelqu'un est fort, quelqu'un est résilient, il y a de la force en lui, mais en fait, ça veut pas dire qu'il est tout le temps haut. C'est pour moi la force, et même la force de la résilience, c'est d'accueillir ses hauts et ses bas. Exactement. Comment je suis dans l'accueil de... il y a des hauts, et quand je suis là-haut, comme tu dis, je suis trop contente, c'est trop bien, la vie, elle est géniale. Et puis pouf, il y a le bas. Et puis quand je suis dans le bas, juste j'accueille que je suis dans le bas. Mais je sais qu'il peut avoir de nouveau des hauts. Et c'est ça. Et au début, c'est dur à dire parce que quand t'es en bas, tu te souviens pas qu'il y a des hauts. Mais aujourd'hui, je me rends compte dans ma vie actuelle, c'est que les hauts et les bas peuvent arriver dans la même journée, quoi. D'une minute à l'autre, je peux m'effondrer comme être hyper contente. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, une journée où le matin, ça allait pas. J'étais au bout du rouleau et l'après-midi, limite, je pleurais de joie, quoi. Dans la même journée, et je me suis dit, tiens, à la fin de la journée, j'ai repensé à ma journée qui venait de se passer et je me suis dit, mais c'est ça la résilience, c'est d'un moment à l'autre, en fait, il y a des hauts et des bas, mais moi, quand mon fils est décédé, je pensais qu'il y aurait que des bas. Et le fait qu'il y ait des hauts, ça rend les moments de haut beaucoup plus intenses qu'avant. Je me dis, mais en fait, la vie est trop précieuse. Beaucoup plus colorée même. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai vraiment aussi cette idée, et je pense que c'est ce qui donne un sens aussi, c'est que j'ai eu ce sentiment que mon fils, il avait laissé beaucoup d'amour. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soignants. J'ai même un soignant qui m'a dit « Votre fils a changé ma vie ». À ce moment-là, je me suis dit « Il a laissé beaucoup d'amour ». Il y a peu de gens qui ont pu le voir parce qu'il était dans un service où très très peu de personnes, même de nos proches, il y en a plein qui n'ont pas pu le voir et ça a été très dur pour nous. Et je me suis dit tout l'amour qu'il m'a laissé à moi et à son père et à ceux qu'il a pu voir, je vais le prendre et je vais pas le garder que pour moi, je vais le partager. Je vais le diffuser. Voilà, je diffuse. Et ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais non, pour moi, c'est ça ma force, c'est que j'ai envie de prendre tout l'amour et j'ai envie de le diffuser le plus possible. Et c'est aussi pour ça, ma série, elle est aussi pour ça. Et en même temps, tu le dis, ce lien d'amour aujourd'hui, c'est comme si tu t'autorisais de plus en plus à y être connecté. C'est comme si aujourd'hui, dans ton chemin, t'as peut-être de plus en plus, tu t'accueilles ce chemin du deuil et tout, de ce deuil il est plus là physiquement. Par contre, en accueillant et en acceptant d'une certaine manière qu'en effet, il est plus là physiquement et ça prend du temps de l'accepter. Plus tu l'acceptes, plus t'accueilles ce lien puissant d'amour qui vous relie et qui vous reliera pour toujours, comme tu le disais tout à l'heure. Donc c'est comme si plus tu chemines, plus tu guéris en même temps aussi quelque part, et plus ce lien d'amour, le câble, il est de plus en plus fort, quoi. Donc ton câble de diffusion, il se démultiplie de plus en plus fort. Et il y a une mère endeuillée qui m'avait dit un truc, je sais plus comment je l'ai su, ou peut-être qu'elle l'avait écrit dans un de ses livres, qui disait mon enfant n'est plus à côté de moi. Mon enfant est en moi. Et il est en moi pour toujours. Alors, je pense qu'on ne guérit jamais. Je pense vraiment pas. Je pense que pour les mamans endeuillées qui nous écoutent, on ne guérit pas de la perte de son enfant, mais quelque part, on a quelque chose en plus que les autres parents n'ont pas. On a une histoire plus lourde à porter, mais aussi plus précieuse quelque part. Nos souvenirs seront d'autant plus précieux. Et même si on n'a pas de souvenirs, parce qu'il y en a qui ont leur enfant qui malheureusement décède avant la naissance et qui n'ont pas la reconnaissance. Et c'est triste parce qu'elles n'ont pas la reconnaissance, mais c'est quelque chose que vous avez plus votre enfant physiquement seulement. Mais il y a ce lien qui vous unira et ça ne peut pas se briser, ça ne peut pas... Vous ne pourrez pas l'oublier, n'ayez pas peur de l'oublier, mais... Voilà, c'est ça. Mais garder ce lien, essayer de retourner dans ce lien au monde et ce lien avec les autres, parce qu'il reconstruit en fait ce lien. Et oui, comme tu le disais tout à l'heure, tu me citais un auteur qui était hyper intéressant là sur... il expliquait, c'était Christophe André dans Consolation qui disait à quel point le lien aux autres nous nourrit et nous permet aussi d'entrer dans cette forme de résilience d'une certaine manière. C'est ça, je pense. Il dit voilà, c'est ce que j'ai un petit peu dit, mais il dit on ne peut
pas une reconstruction, voilà, c'est ça qui dit. Une reconstruction n'est pas possible, mais l'enrichissement est possible. Alors attention de bien faire le distinguo entre les deux, parce que on peut pas dire à une maman endeuillée un jour tu vas te reconstruire, parce que ça sera pas le cas. De toute façon elle aura changé. Et il faudra apprendre à l'accueillir comme elle est. Et je parle des mamans, mais il y a aussi les papas. Oui. Je veux absolument pas oublier les papas qui vivent aussi quelque chose de très douloureux. Oui, bien sûr, et aussi dans la notion du couple, de comment on accueille ça, de comment on chemine en tant que couple avec cette histoire qu'on doit accueillir aussi dans notre histoire de famille, en fait. Oui, et avec le couple, parce que tu me disais tout à l'heure que ça serait intéressant d'en parler. Le couple, ce qui est très difficile, c'est qu'on a des besoins qui sont très différents, très souvent. Alors, je dis pas tout le temps, mais je pense très très souvent. Et je pense que c'est en partie lié au fait que souvent, les hommes, ça a été des garçons à qui on a dit pleure pas, t'es pas une fille, des choses comme ça. Et souvent, c'est les hommes, alors je veux pas faire de généralité, hein, mais c'est souvent ça, qui se disent j'ai envie d'être fort, je vais pas trop montrer mes émotions, tout ça, je vais retourner travailler, Et ils ont des besoins qui sont très différents finalement de leur conjointe ou leur femme. Et c'est aussi possible dans les couples où il y a 2 femmes ou 2 hommes qui perdent aussi un enfant, où je me dis on est tellement différents, on a été tellement construits différemment qu'on peut avoir des besoins qui sont opposés. Et moi, ça a été très difficile avec mon conjoint parce qu'on avait des besoins qui étaient pas les mêmes. Je dis un exemple parmi tant d'autres, mais lui, il voulait quitter la région de Lyon quand moi, je voulais rester, par exemple. Lui, il pouvait plus supporter d'être là quand moi, j'avais pas envie de sortir de mon petit confort. C'était tes repères. Parce que il y avait des repères dedans. Et que je me voyais pas tout reconstruire d'un coup, alors que lui, il avait qu'une envie, c'est de tout reconstruire d'un coup, justement. De partir, de reconstruire une maison et tout ça. Donc, c'était des petites choses, mais finalement, c'est tellement important. Et d'ailleurs, oui, c'est intéressant, tu le dis, c'est important, on n'a pas les mêmes besoins. Et je trouve que là, prend tout son sens de ne pas hésiter à faire appel à de l'aide extérieure. Ah oui, complètement. Nous, on a vu un psychiatre, chacun de notre côté. Après, lui, il s'est fait beaucoup moins suivre que moi, mais qui nous voyait aussi de temps en temps tous les 2. Alors, normalement, les psychiatres ne sont pas censés voir 2 personnes de la même famille, mais là, c'était exceptionnel parce que c'était à l'hôpital, c'était en service pédopsychiatrie, enfin c'était un service spécial, donc c'était possible. Et c'est vrai qu'on a appris à communiquer ensemble, à se parler. Alors il y a eu des moments très compliqués, très très compliqués, et aujourd'hui ce qui fait qu'on est toujours ensemble, contrairement à beaucoup de couples, c'est qu'on a finalement réussi à communiquer et à essayer d'entendre les besoins de l'autre. Mais c'est hyper compliqué parce que quand on vit un deuil, on n'a pas envie d'entendre la souffrance de quelqu'un d'autre, en fait. Et puis l'autre nous rappelle ce qui s'est passé avec lui, parce qu'il était là aussi au moment du décès, et puis on l'imagine. Donc c'est assez compliqué, et les hommes, ils ont ce qui est très difficile pour eux, c'est aussi, je dis les hommes parce que c'est souvent le cas. Moi, je me rappelle, mon conjoint, il se baladait dans la rue parce qu'on a un chien, il promenait notre chien. Et les gens disaient souvent comment va ta femme par rapport à l'histoire qu'on avait vécue. Mais finalement, quand il rentrait, il me disait il y a telle personne qui a demandé tes nouvelles. Et je dis mais est-ce que toi, il t'a demandé comment t'allais, toi? Et il me disait ah non. Je lui dis mais je suis désolée pour toi, quoi, parce que t'as vécu la même histoire que moi. Et tu les as pas portés dans ton ventre, mais comme il dit, parce que je l'ai enregistré, parce que je trouvais que c'était très important pour moi de l'enregistrer, d'avoir sa version de résilience. Il a fini par accepter, donc c'est le 6e épisode. Et il me dit, moi, je les ai pas portés dans mes bras, mais je les ai portés dans mon cœur, et je les porte toujours dans mon cœur. Et je les ai pas portés, dans mon ventre, mais je les ai portés dans mes bras et dans mon cœur, et je les porte toujours dans mon cœur. Et il dit ça, et c'est vrai, il a vécu la même chose, et pourtant, il est moins... les gens se soucient beaucoup moins de lui que moi, en fait. Mais là, tu lèves un vrai sujet autour de la maternité. Dans un des épisodes précédents, il y a le témoignage d'un papa, et il dit moi je comprends pas en fait aujourd'hui
la place du père, elle est complètement à revoir. Et pourquoi on appelle ça une maternité ? J'allais dire la même chose. Parce que vrai sujet. À un moment, on fait des enfants à deux, une maternité. Non, en fait, une maison parentale, une maison de ce que vous voulez. Mais à un moment, il va falloir sortir de ça et que les papas, ils sont pas du tout. En fait, on leur dit oui, les pères, ils s'impliquent pas et tout, mais ils ont même pas leur place. Et parfois, tu disais, ton mari, il est venu, ton conjoint, il est venu lors des différents examens médicaux. Moi, j'ai plein de papas qui me témoignent à quel point on leur fait sentir que c'est pas leur place et c'est à la limite s'ils dérangent. Exactement. C'est pas normal en fait. Il faut vraiment, il y a un vrai travail. Et ça se prolonge même dans ce qu'on vit dans le processus de deuil, après au niveau de la périnatale, tout ça. Donc c'est la racine, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir dans la place des hommes aujourd'hui qu'on veut leur laisser autour de la parentalité en fait. Complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et lui, il a été là de la moindre prise de sang. Quand j'allais faire mes prises de sang, je lui ai dit, bah, quand même, t'es pas obligé d'être là. Hein. Ouais, mais quand même, je me rappelle. Puis après, je pense qu'au bout d'un moment, je lui ai vraiment dit, non, mais vraiment, c'est pas la peine. Et du coup, il venait plus. Mais il y a des moments où il a dormi aussi en néonate et il m'a remplacée parce qu'il sentait que j'avais besoin de prendre un peu l'air. Quand j'étais hospitalisée en chambre qu'on appelle kangourou avec Iliane, et ben de temps en temps, j'étais tellement fatiguée. En plus, il fallait que je le réveille 3 fois par jour, Iliane, parce qu'il devait manger, parce qu'il était trop petit. Et qu'après, il avait du mal à se rendormir. Et des fois, il me remplaçait. Et les mamans rigolaient, quoi. Les sages-femmes rigolaient de voir un homme remplacer sa femme à la maternité, quoi. Mais c'était pour être auprès de Iliane et pouvoir me permettre de sortir parce qu'en chambre kangourou, on était obligé d'être au moins un des deux. Donc voilà, ouais, la place des hommes et lui, il m'en a fait part beaucoup et c'est ça qui a été difficile. Et je pense qu'un couple, je leur dirais écoutez-vous, écoutez vos besoins et sachez que vous n'avez pas les mêmes et que c'est pas grave, mais il faut en parler, quoi, parce que c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Il y en a qui vont pas du tout parler de leur enfant, il y en a qui vont qui vont beaucoup en parler parce que c'est leur besoin. Et puis la personne qui va trop en parler va se dire pourquoi il en parle pas, il l'a oublié. Et l'autre va dire elle m'en parle trop, c'est trop douloureux, j'arrive pas. Ça c'est un exemple, nous ça n'a pas été ça, mais c'est des exemples parmi tant d'autres. C'est les besoins, il faut s'attendre à un moment, il faut essayer de se retrouver dans nos besoins, quoi. Complètement. Merci beaucoup Tiffany. De rien, avec plaisir. Merci à toi. Témoignage. Et du coup, on te retrouvera rapidement sur la voie des Lucioles. Alors à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.